Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission Questions internationales. Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique. Les frontières de la RDC sont-elles menacées? Avec moi sur ce plateau, Maître Alfred Dibandi, qui est analyste et expert en opération de maintien de la paix. Bonjour Maître. Bonjour Madame Fifi et bonsoir et bonjour aux téléspectateurs de Digital Congo. Merci d'être venu. Alors, vous avez suivi, nous allons aborder une problématique. Est-ce que les frontières de la RDC sont-elles menacées? Aujourd'hui, nous avons remarqué que la RDC est envahie de toutes parts et par rapport à sa position, elle fait frontière avec plusieurs pays africains, 9 je pense, plusieurs pays. Et nous constatons également une présence étrangère un peu partout. D'abord, dans le Haut-Touélé, il y a la présence de Bororo. À Moba, dans les Tanganyika, il y a la présence zambienne qui est signalée. À Kayemba, il y a les Angolais. Et parmi eux, certains sont à la quête des ressources de la RDC, les ressources du sous-sol. D'autres à la recherche du bon pâturage pour leur bétail. Et d'autres aussi à la recherche du bien-être. Est-ce que c'est une malédiction pour la RDC de faire frontière avec 9 pays et aussi d'être doté d'énormes potentialités du sol et du sous-sol? Écoutez madame, d'abord je crois qu'il n'y a pas de malédiction. Tant est-il vrai que la Russie compte 14 pays voisins. Donc, ne sont pas les pays avec le plus grand nombre de voisins. Oui, elle est en guerre aussi. État frontalier. La Russie est tout à fait différente. Mais si je veux simplement dire que vous aviez brossé la situation de frontières, mais vous n'aviez pas abordé dans le fond la question de la sécurité. Parce que parler de la sécurité au Congo, c'est aussi parler de 7780 conflits interethniques qui existent. Et la situation de déstabilisation que est un héritage parfois d'un passé traumatique allant de 1960 avec une indépendance arrachée sous le coup de fouet tel que nous le connaissons, avec 32 ans de pouvoir du feu président maréchal Mobutu. Sans partage. Avec tout ce que nous avons connu à la fin de son régime, même si les années à haïr ne sont pas toutes les années à haïr, mais nous connaissons la fin de Mobutu, nous connaissons la déstabilisation et l'infiltration que cela a occasionné. Cette déstabilisation s'est couplée avec le changement de régime au niveau du Rwanda, avec des assassinats politiques que nous connaissons. Ce changement a été couplé avec une certaine déstabilisation politique à l'ouest, au niveau de l'Angola et du Congo-Brazzaville. Je ne parle pas de la Centrafrique, qui a été aussi déstabilisée après l'arrivée au pouvoir par coup d'État, tel que nous le connaissons, du feu président Laurent Désiré Kabila. Cette déstabilisation s'est accentuée avec la plus longue transition politique que nous avons connue sous le président Joseph Kabila. Et aujourd'hui, l'alternance qui est arrivée a été une alternance au pouvoir, au sommet de l'État, qui a donné une forme d'exemplarité politique et de gouvernance au niveau de l'Afrique en ce qui concerne la RDC. Mais cette alternance-là n'a pas entraîné de facto ou ipso facto une alternance du traumatisme ou de notre héritage intergénérationnel, en ce compris dans le secteur de sécurité. Ça signifie que
l'insécurité est un fait. Mais trouver des solutions pour un fait qui date de plusieurs décennies ne pourrait pas être... donc cette solution-là n'arriverait pas en une année ou en 2 ans. Mais il faut commencer par identifier les ennemis du Congo, qui sont nombreux parce que nous savons que le décollage de ces pays, c'est le décollage de l'Afrique. Le Congo est entre plusieurs corridors. Le Congo, c'est le cœur du monde. Le Congo donne à l'Atlantique, le Congo a une voie d'ouverture vers l'océan Indien. Le Congo, c'est aussi ces pays qui couvrent une multitude de richesses, en ce compris les richesses des minéraux de transition écologique et les minéraux stratégiques de développement numérique de l'humanité. Alors, face à cette situation miracle, le Congo ne peut pas être une malédiction. Au contraire, la bénédiction du Congo est un problème pour ceux qui n'en ont pas. Parce qu'on peut s'autosuffire et cette autosuffisance nécessite de nous beaucoup de tact. Parce que c'est comme le diable. Le diable attaque les enfants de Dieu simplement parce qu'ils sont enfants de Dieu. Voilà, effectivement. Alors, c'est pour cela que j'ai noté que c'est juste cette présence des ressources du Congo qui attire ses voisins. Et en retour, les Congolais en souffrent. Il y a l'insécurité, il y a plusieurs morts qui sont enregistrés en RDC depuis que la RDC est RDC. Il y a plusieurs rebelles qui s'écoulent là-bas à l'est de la RDC. Il y a des Maïmaï, M23, tout ça, qui sont à la recherche de matières premières. Il y a d'autre part les Mbororo. En fait, au départ, ces gens-là n'ont jamais été les Maïmaï au départ, originellement parlant. C'est des mouvements qui n'ont jamais été là pour jouer aux creuseurs ou aux mineurs. Non, jamais. C'est d'abord des mouvements d'autodéfense traditionnels. C'est ça, parce qu'il faut connaître l'histoire armée du Congo pour comprendre où sont les problèmes des Congolais. Ici, on n'est pas censé se plaindre parce que dans la vie, on est soit on fait, soit on se tait. Moi, je suis en train de travailler et je crois qu'il y a beaucoup de scientifiques congolais qui travaillent dessus et qui ont déjà eu à travailler sur un récit de mémoire du Congo. Un récit de mémoire des victimes du génocide congolais. Et ce génocide-là a commencé par l'État belge. Et grâce au président Tshisekedi, le roi des Belges, au nom de son peuple, s'est excusé. C'était une grande victoire, mais qu'on devait capitaliser sur le plan de l'histoire. Je crois que notre ministre de la Culture, à qui on a adjoint les patrimoines, devrait s'occuper de cette situation. Parce que le patrimoine n'est pas que matériel, le patrimoine c'est aussi immatériel. L'histoire est un patrimoine. Les récits mémoriels d'un État est son patrimoine aussi. Okay. Et c'est à ce moment-là que vous comprendrez que la surenchère mémorielle du Rwanda, qui dans leur autogénocide ont essayé de comparer une situation d'autodestruction communautaire à un génocide et même à la Shoah. Je crois que là, je ne vais pas revenir dessus parce que il y a des grands historiens congolais qui ont indexé le Rwanda et qui leur ont fait savoir qu'ils étaient dans un récit de mensonges. Mais ouais, ils ont réussi, à gagner les gaps d'une admiration diplomatique et même d'une compassion mondiale. Ouais. Ça, c'est un effort que nous devons faire. Mais ça conduit à quoi? Ça conduit au Rwanda d'avoir un budget subventionné à hauteur de 50% par l'aide internationale. Nous
nous avons un budget financé à 100% par l'État congolais lui-même, même s'il y a quelques appuis extérieurs non négligeables dans certains secteurs, mais qui ne sont pas autant indispensables que le grand apport de gouvernance. L'essentiel de leur budget vient d'où? Les 50 autres du budget rwandais provient notamment des exportations de matières premières. Pourtant, nous savons que ce Rwanda n'a aucune... Dans son sous-sol, il n'y a rien. Dans le sous-sol du Rwanda, il n'y a rien à part les quelques reliques de morts emportés par le zoo de troubles qu'ils ont créés au Congo. Oui. Voyez-vous? Alors, vous pensez que cet État-là sera content de voir une stabilité économique et sécuritaire dans un coin qui les nourrit, qui nourrit tout un État? C'est impossible. Okay. Voyez-vous? C'est un peu ça la situation. Et quand ils se rendent compte que nous sommes en voie de les anéantir, il faut un appel à garantie. L'appel à garantie auprès de leurs parrains, qui sont au niveau international. Et c'est là la lecture qu'il faut faire. Et voilà, nous allons en arriver. Évoluons d'abord parce qu'il n'y a pas trop de temps. Aujourd'hui, il y a une force qui a été mise en place, l'EAC, qui est considérée comme porteur de solutions à la situation de l'insécurité à l'Est. Et dans cette force, parmi les troupes des pays qui constituent cette force-là, il y a l'Ouganda. L'Ouganda qui est considéré aussi comme étant un peu à la base du malheur de la RDC parce qu'elle a servi de passage aux troupes rwandaises et ce qui a conduit à la prise de Bunagana. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de bon de cette force, l'EAC? Écoutez, on doit présumer les gens de bonne foi, et moi c'est ce que j'ai appris. Je crois qu'ils doivent quand même bénéficier de cette présomption de bonne foi. Et en tant que tel, nous pensons que c'était une bonne initiative. Pourquoi? Parce que la MONUSCO a échoué. La MONUSCO n'a pas pu réaliser son mandat en RDC. Mais cette MONUSCO, qui a un peu plus d'1 milliard de dollars comme budget, durant toutes ces années passées, a dilapidé inutilement les efforts de toute la communauté internationale qui servent d'appui aux missions, notamment en finance et en personnel, à peu près plus de 25 milliards emportés pour une sécurité qui n'a abouti à rien. Mais quand il n'y a pas de sécurité et que les gens acceptent de dépenser 25 milliards ou un peu plus, ça signifie que cette MONUSCO devient complice de l'insécurité. Parce que cette insécurité charrie les budgets des autres États qui profitent de l'instabilité à l'est du pays. Voilà pourquoi alors, la MONUSCO... l'EAC est venue, non, nous on a appelé au départ de la MONUSCO, parce qu'elle s'est avérée inefficace et en certains cas de figure partiale et neutre, ce qui lui interdit donc le principe Capstone, de doctrine Capstone, donc en termes de principe d'orientation de la mission. Mais j'ai dit pour l'EAC, nous avons salué l'arrivée de l'EAC. L'EAC est arrivé d'abord pour confirmer notre réussite diplomatique sur le Rwanda. Cette réussite, à quel niveau? L'EAC, la force régionale, est établie sur base de 2 feuilles de route. La feuille de route de Luanda et la feuille de route de Nairobi. Et évidemment, sous l'égide de principes et orientations de la Charte de l'Union africaine, conformément à la Charte des Nations Unies. C'est le droit international, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais cette feuille de route dit quoi? Cette feuille de route rappelle que, ou ces feuilles de route rappellent que le M23 est un mouvement d'agression qui doit sortir, laisser libre cours à la RDC
Pourquoi? Parce que l'agression est condamnée tant au niveau de la Charte des Nations Unies que par la Charte de l'Union africaine. Et d'ailleurs, au niveau de l'Union africaine, il y a une résolution d'un temps des années 64. La résolution, que dis-je, de l'année 84. La résolution du Caire, qui pose le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Donc, toutes les velléités qui iraient dans le sens de vouloir annexer une partie du territoire congolais dans un autre État, ces velléités-là, ce seraient des velléités juridiquement qui violeraient le droit international. Et d'ailleurs, c'est ce que pense plus d'un Congolais, que le Rwanda cherche à s'étendre. Bon, elle va s'étendre, elle a toutes les raisons de rêver, mais le Rwanda doit savoir que la RDC, c'est aussi une force démographique importante. Alors, on ne doit pas négliger cela. Moi, en ce qui me concerne, je rappelle le fait et le droit. Et je dis, quand une force régionale arrive, c'est d'abord pour éviter les morts. Et je crois que depuis que la force régionale est là, on compte moins de morts qu'avec la MONUSCO. C'est qui, pour moi, un grand gap de succès. Déjà. Mais les personnes averties ont réfléchi, ils réfléchissent d'ailleurs en se demandant est-ce que la présence de l'Ouganda ne serait pas un problème? C'est vrai qu'il y a une force là qui est là pour sécuriser les frontières de la RDC. Vous savez, on ne doit pas bafouer par nos propos, parfois qui revêtraient d'une certaine légèreté, les efforts de ceux qui abandonnent leur famille, leurs femmes et enfants, pour aller au front combattre, pour assurer l'intégrité de notre frontière. Pendant que nous faisons nos émissions, nous sommes dans nos bureaux, nous faisons le chant, et ce, jusqu'au sacrifice suprême. C'est ici peut-être l'occasion de commencer d'abord par saluer les efforts de toutes nos forces de défense. Parce que l'Ouganda n'agit pas au Congo. Seul l'Ouganda agit sur base d'un accord de coopération de défense avec la RDC. Et ils n'ont aucune initiative propre. Tout ce qu'ils font, ils le font dans le cadre de la coopération ou de la collaboration entre UPDF, qui est l'armée ougandaise, et FARDC. Et il y a deux généraux à la tête de ces deux, ces deux missions de coopération qui agissent dans le cadre de la traque, cette fois-là sous l'axe ADEF, occupé par les ADEF au Nord Kivu et en Ituri. C'est vrai que ici, nous saluons aussi les ordonnances que le chef de l'État venait de faire en chamboulant carrément le système de sécurité et de défense, en nommant de nouveaux généraux, donc en mettant une nouvelle chaîne de commandement au sein de l'armée congolaise. J'ai ici l'occasion de réitérer ce qu'on a toujours dit, doter toutes ces missions composites de certaines forces spéciales, expertes en contre-espionnage et en contre-terrorisme. C'est très important, parce que les ADF, c'est des terroristes, n'est-ce pas? Et ils se disent être d'origine ougandaise. Alors si les Ougandais sont avec nous, combattons ensemble contre les ADF. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Quand on gagne au terrain, personne n'en parle. Quand on perd une partie, ça devient le sujet d'une réprobation carrément contre ceux qui laissent leurs femmes et enfants pour aller combattre et veiller sur l'intégrité. Ça passe à longueur de journée quand il y a une victoire, on en parle. Les médias congolais en parlent. Bon, j'ai l'impression que les Congolais, nous sommes beaucoup plus chantres de notre propre échec que de nos succès. Monsieur Alfred Dibandi, la force est là, l'EAC est là pour sécuriser les frontières, mais... Non, c'est pas leur mission de sécuriser les frontières, c'est exécuter les deux feuilles de route dont je vous ai parlé. Et au nombre de dans le cadre de cette feuille de route, il y a la question de la protection des populations civiles, qui est un échec pour moi dans le cadre de la MONUSCO. Donc, ils vont assurer ça, n'est-ce pas? Il y a le cadre d'assurer la démobilisation, le désarmement et les réinsertions du M23. Et cette fois-là, le RDC était clair sur le plan diplomatique pour dire que cette réinsertion s'est faite au Rwanda, pas au Congo, parce qu'ils sont des Rwandais. Et nous le savons. Et il y a
tout un rapport des experts des Nations Unies qui atteste cela. Donc là, ce n'est même pas une question de débat. Non, mais attendez, il y a des rebelles qui sont là, ce ne sont pas tous les rebelles qui vont se rendre. On ne va pas capturer tous ces rebelles. Mais pourquoi vous êtes pessimiste? Non, on n'est pas pessimiste. On est obligé de réfléchir dans tous les sens. On ne va pas capturer tout. S'il y a 1000 rebelles, on ne va pas capturer tous les 1000 la rebelles. nature d'une force régionale peut varier suivant le mandat qu'elle a reçu. Vous voyez, la force est venue d'abord pour servir des forces tampons. Maintenant, nous allons voir dans le cadre de la médiation qui est en train d'être assurée, si les choses vont évoluer ou pas. Dans l'hypothèse où nous nous rendons compte que les choses n'évoluent pas, nous allons demander qu'une modification du mandat de la force régionale sur qui nous avons plus de confiance par rapport à la MONUSCO. Et cette force régionale-là, quand on va avancer, nous saurons est-ce qu'elle devra changer de nature suivant le travail qui est en train d'être fait. Il y a des gens, je vous dis, qui travaillent dessus. Et aujourd'hui, on parle plus de Bounaganda, c'est ce qui est vrai, et ce qui est déplorable, mais on ne voit pas tout ce qui entoure la question de Bounaganda. La question de Bounaganda est une question complexe, même qui va bien plus au-delà de la simple force. Il y a des Congolais qui sont là-bas, qu'ils ont capturés. Mais non, au sens du droit international humanitaire, vous voulez que le militaire congolais puisse tirer sur des camps où il y a nos propres Congolais? Non, il faut constater qu'il y a violation du droit international humanitaire. Il faut constater et tirer les conséquences utiles. Et ça, on a demandé au Conseil de sécurité d'assumer sa responsabilité. Parce que sa responsabilité principale est d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et ce pas que en Ukraine, mais aussi au Congo. Monsieur Alfred Bandi, ce qui est vrai est qu'il y a des rebelles qui tenteront de s'échapper. Alors en s'échappant, certainement, ils vont s'introduire en RDC. Est-ce que ça ne sera pas... Ils vont s'introduire, c'est-à-dire dans le pays, quitter les frontières, s'introduire par exemple parmi la population civile. Ils vont nous infiltrer. Infiltrer, voilà. Est-ce que ça ne serait pas une insécurité davantage? Ça ne va pas s'accroître en RDC, l'insécurité avec ces groupes rebelles? Je ne veux pas croire à ça parce que on ne pensait pas que les rebelles ne sont pas identifiés. Nous avons un ministère de l'Intérieur qui fonctionne. Et au sein de ce ministère, il y a une direction générale des migrations. Et dans le cas de la RDC, nous sommes en coopération avec Interpol. Tous ces malfrats sont identifiés. Ne pensez pas que un monsieur peut aujourd'hui tuer un Congolais puisqu'il est rwandais et qu'il sera en sécurité partout où il ira au Congo, ou qu'il y a une justice qui ne fonctionne pas. Il y a des cas à déplorer. Il y a des efforts à réaliser. Mais il faut aussi dire que tout le monde n'aménage pas des efforts pour pouvoir faire avancer la situation sécuritaire au pays. Et moi, j'ai toujours dit que cette situation sécuritaire est d'abord à prépondérance économique. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda n'a peut-être que Bounaganda pour se nourrir toute sa population. Aujourd'hui, si la RDC reprend l'entière maîtrise de sa sécurité aux frontières, la RDC aura une autosuffisance alimentaire. La RDC disposera de tous ses voisins, et ce, sans exception, aucune. Ils vont tous venir se ravitailler ici. Ils vont tous venir au Congo pour trouver la vie. Parce qu'ils n'ont rien. Mais, pour ce faire, il faut s'ouvrir. Et le président s'est ouvert à l'espace est-africain. Pourquoi? Parce que la majorité des États qui sont là-bas nous ouvrent la voie vers notre corridor qui donne à l'océan Indien. C'est des choix stratégiques. Des choix stratégiques, pourquoi? Parce qu'on ne va pas raffiner notre or à l'entreprise qui est en train d'être érigée au niveau du Sud Kivu pour que cet or puisse sortir par Kasumbalesa. Non, c'est impossible.
il faut que dans le cadre des accords économiques, que nous puissions avoir la possibilité de vendre, d'exporter notre or en passant par la Tanzanie, par l'Ouganda. Par exemple. Nous sommes condamnés. On ne va pas effacer la RDC de la carte, on ne va pas effacer l'Ouganda de la carte, on ne va pas effacer le Rwanda de la carte. Mais on doit arriver à un niveau où nous nous faisons respecter. Et ce respect commence à se ressentir par la torpeur qu'inspire le président Tshisekedi et son gouvernement à l'endroit de certains États étrangers qui aujourd'hui commencent à passer par des ONG pour légitimer leur velléité mensongère sur la situation sécuritaire au pays. Moi, je crois que des efforts sont en train d'être fournis. Le Rwanda avait pour appui notamment la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne, avec la guerre en Ukraine, a elle-même des problèmes. Mais le président Tshisekedi a été reçu dans le cadre d'une diplomatie d'État par le roi de la Grande-Bretagne, le roi Charles III. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Alors, je crois Ouais. qu'on Faut lire les entrelignes quand on comprend la stratégie économique mondiale. On doit évoluer. On fait signe qu'il n'y a pas plus beaucoup de temps. Okay. Alors, depuis, il y a près d'un mois, on nous signalait la présence du Rwandais sur l'île de Singe, en République centrafricaine. Est-ce que, jusqu'aujourd'hui, la RDC devrait continuer à craindre? L'île de Singe, c'est à quelques kilomètres de chez moi, à Libenge. Donc, pour vous dire que je suis moi-même très préoccupé par cette situation. Personnellement, en tant que notable du coin, j'ai engagé quelques échanges avec certains responsables qui m'ont fait savoir qu'il y avait bonne évolution. Mais cette bonne évolution ne doit pas... Bonne évolution, c'est-à-dire quoi? Non, c'est-à-dire que les retraits se faisaient progressivement et les gens étaient tout alerte, demeuraient d'ores et déjà vigilants. Il y a même nos frères, pour votre information, de l'Est des frères Nandé qui faisaient leur commerce et qui sont passés par Zongo, qui ont été appréhendés, on pensait que c'était des Rwandais. Ok. Donc ça fait que le peuple de Libenge, le peuple du Sud-Oubangi, que vous soyez Ngombe, Mbaka, Mbandi, Mbari, que sais-je encore, c'est des gens vigilants. Parce que c'est d'abord un peuple à vocation guerrière. Et ça, notre vocation guerrière, nous n'allons pas... c'est pas aujourd'hui, parce que c'est aussi un héritage intergénérationnel et millénaire. Donc, tout se passe bien, mais nous restons vigilants. Nous savons ce qui se passe. Ça, c'est au niveau du peuple. Mais il y a des efforts à entreprendre au niveau de la sécurité, au niveau du gouvernement. Oui, nous allons en arriver. Au niveau de la diplomatie. D'abord évoluer. Et en dehors de ça, le président rwandais, Kagame, aurait acheté des terres à Maluku. Pas aurait, c'est ça la réalité. Voilà. J'ai dit ça plus d'une fois. Et sur place s'installent déjà des Rwandais qui sont là. Dans le cadre, vous savez, c'est comme ça que l'Ukraine, c'est comme ça que la Russie a anticipé et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui la guerre en Ukraine. N'est-ce pas? Parce que des accords qui ont été pris entre l'OTAN et les pays issus du pacte de Varsovie, notamment particulièrement entre les États-Unis et la Russie, il était interdit de placer, aux États-Unis, de placer des bases militaires au sein ou dans les États issus du démembrement de l'ex-URSS. N'est-ce pas? Et c'est en commençant par placer des bases militaires, et donc pour attaquer et affaiblir la Russie, que vous avez vu la Russie réagir. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la même stratégie. Il n'y a rien de nouveau sur la Terre. Nihil novi
soupçonné. Ok. Ce que le Rwanda fait, nous le savons. Ils ont commencé par prendre des accords de sécurité et de défense avec la Centrafrique, et pourtant ils ne sont même pas voisins. Pour quelle finalité, on ne sait pas. Nous appelons donc les chefs d'État à avoir un discours sincère à son homologue centrafricain. Et là, ils ont eu 12 000 hectares. Ils ne sont pas un État frontalier, c'est pas un État frontalier à la République du Congo. Mais pourtant, ils ont acquis 50 000 hectares. C'est même Mboro, sous Kabila. Ils ont infiltré le Congo. Au moment où on s'est préparé à l'alternance, on a signalé une présence de Mboro à Kwamut, et au Bandundu, et même au Kassai. Ouais. Au Kassai, ils ont été chassés, mais est-ce qu'ils ont été totalement chassés? Ça, on ne sait pas le dire. Vous voyez? Et au niveau de Kwamut, pendant que l'État se stabilise et que nous avons tout de suite dénoncé ce qui se passait à Brazzaville, le président a fait sa part. Il a parlé avec son frère Denis Sassou Nguesso et nous espérons que ce dernier sera sincère avec les pays parce qu'on a beaucoup d'accords avec le Congo-Brazzaville. C'était d'ailleurs ma prochaine question. Est-ce qu'on peut croire? Non, mais je suis en train de faire comprendre. Ils savent que j'ai commencé ici au début de l'émission, j'ai décrit la situation du pays. Et au nombre des conflits interethniques, il y a les conflits entre les Teke et les Yaka. Quand les Mboro arrivent, parfois ils tuent les Yaka au nom des Teke. Ils tuent les Teke au nom des Yaka. Ils savent que une fois qu'un est tué, c'est le feu qui est enclenché. Donc il y a des efforts, mais les gens qui connaissent ces pays savent que qu'on dirigeait ces pays, c'est ne pas dormir, avoir des nuits insomniaques pour consolider la paix et l'autorité de l'État. Mais ces Mboro, ils sont en train d'être traqués. Mais on pense que le gouvernement va réinstaurer l'autorité de l'État au sein de la province de Mai-Ndombe. C'est très, très, très important et il en va de la grandeur de notre peuple. Bunagana est prise entre les mains de M23. Entre les mains des Rwandais. Des Rwandais et des Rwandais qui sont leurs parrains. Et l'insécurité continue à ronger les pays. Est-ce qu'on doit continuer à se plaindre? Ou bien on doit s'élever et défendre notre territoire? L'insécurité, s'élever, ça signifie quoi? S'élever, ça veut dire que prendre des dispositions, prendre les armes pour chasser. Les dispositions ne sont pas prises, Madame Fifi Kouchipon. Les dispositions sont en train d'être prises. Vous savez, je vous dis, tout dépend de comment on voit les verres. Hein. Moi, vous voyez peut-être les verres à moitié vides, moi je le vois à moitié plein. Je me dis que les choses avancent. La situation de Bunagana, je vous ai dit que c'est très complexe. Aujourd'hui, quand on a fait pression aux Français, j'étais content de voir l'ambassadeur de la France tenir un discours pour dire non, la notification n'est pas un embargo, mais nous décidons que nous avons pris une initiative de soumettre au Conseil de sécurité une résolution qui irait dans le sens de lever cette mesure, mais sous réserve de garder le régime. Il n'a pas utilisé le mot notification, mais à peu près je reprends ses propos pour un certain type d'armes. Certains types d'armes, c'est quoi? Ça signifie qu'on nous laisse encore sous suspense. Et ça, parce qu'ils savent que sous ce régime, nous ne savons pas acquérir les armes comme il se doit pour attaquer le M23 parce qu'on est incapable aujourd'hui d'aller bombarder là-bas avec les obus. Parce que bombarder avec obus, ça veut dire tuer les Congolais. Donc c'est comme conseiller au chef de l'État de commettre des crimes contre l'humanité. C'est ça la complexité de la situation de Bunagana. C'est d'abord une situation tactiquement délicate. Il y a des Congolais là-bas que les Rwandais ont pris en otage. Et il faudrait que nous comprenions cela. Donc, on doit être capable d'avoir des armes sophistiquées qui puissent nous permettre de bombarder les camps rebelles, les camps des Rwandais, les camps d'agression. Et ça, il faut un accompagnement
diplomatique au plus haut niveau. Ça signifie au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'Union africaine, au niveau de nos différentes organisations régionales et sous-régionales. Et pour plusieurs Congolais, la diplomatie a déjà démontré ses limites. Ils proposent quoi, ces Congolais-là? Je voudrais avoir un débat technique et tactique avec eux sur la question de la récupération de nos terres. Ne pensez pas que ça ne nous préoccupe pas. Ne pensez pas que ça ne préoccupe pas les Congolais, tous ces militaires qui sont au front pour essayer de veiller et de récupérer cette partie du territoire qui n'est plus nôtre. Je n'aime pas le propos propagandiste. Il est de gens qui deviennent chantres de l'échec. Parfois, dans un secteur, pour les traduire en des chantages politiciens. Moi, ça, ce n'est pas mon discours et je n'ai pas ma langue de bois. Maître Quand je parle, oui, j'aime qu'on discute sur ces questions en n'ayant pas froid aux yeux et de façon objective. J'ai dit qu'il y a des Congolais qui sont là-bas. Nous devons faire un effort. Et il y a des gens qui réfléchissent. Moi-même, je suis de ceux qui réfléchissent chaque jour comment récupérer Bunaganda et écrire au chef de l'État et au ministre de la Défense et à l'ensemble du commandement militaire pour permettre à ces gens-là qui ne dorment pas de récupérer cette partie de notre terre qui nous est prise injustement par le Rwanda sans aucune médiatisation, sans aucune pression de retrait au plus haut niveau de la diplomatie mondiale. Je parle ici de la France, la Grande-Bretagne, des États-Unis, n'est-ce pas, qui acceptent humblement et en sourdine cette occupation, cette agression de la RDC par le Rwanda. Et moi, je resterai au front. Les autres sont au front. Alors, Maître Alfred, sur Terre, nous sommes au front aux médias pour attaquer les Rwandais. Une dernière question. Ne trouvez-vous pas que l'insécurité en RDC serait un complot international dans lesquels sont impliqués certains pays étrangers, pays africains et surtout les voisins de la RDC? Parce que il y a un silence qui règne au niveau de la communauté internationale, un silence des médias étrangers qui donnent l'impression d'être à la pointe de l'information. Et dernièrement, c'est l'organisation Human Rights Watch qui a contredit ses propres propos alors qu'elle avait déjà affirmé que la RDC était agressée par le Rwanda. Ça signifie qu'aujourd'hui, dans le complot, il y a des actionnaires principaux, il y a des succursales qui sont parfois nos États voisins, et il y a des sous-traitants. Vous comprenez? Et au nombre de ces sous-traitants-là, il y a des organisations comme Human Rights Watch. Vous vous rendez compte que quand tout le monde a crié à l'agression, quand les experts des Nations Unies ont dit que nous étions agressés, cette organisation en juillet, le 25 juillet, et je l'ai dit ici sur vos ondes, a également affirmé qu'il y avait, d'abord a commencé par condamner des tueries expéditives, sommaires, du M23 soutenu par le Rwanda à l'endroit de populations congolaises. Mais que ce soit cette même organisation, quand les présidents, après l'Assemblée générale, les présidents de la République demandent au Conseil de sécurité, parlant à la France en tant que présidente de la session, de rendre public le rapport des experts en indexant le Rwanda comme soutien personnel, logistique, matériel et financier de ces mouvements d'agression. On le reçoit, le président réitère les mêmes vœux. Et après, le Rwanda cite les FDLR. Les FDLR, pour dire que nous soutenons les FDLR, c'est pourquoi eux, parfois, viennent combattre les FDLR. C'est ce qui justifie même leur présence quelquefois, leurs incursions sur le sol congolais. Ça signifie que ça, c'est de l'imbroglio, c'est de la bêtise humaine. Parce que les FDLR, c'est un mouvement désuet.
Nous n'avons jamais collaboré avec eux, sinon, quand mon ami Pierre Sonam, Lou Catanaggio, l'ancien ambassadeur de l'Italie en RDC était décédé, on n'aurait pas dénoncé cette attaque. Mais le FDLR, c'est aujourd'hui devenu un mouvement alimentaire et qui demeure au Congo grâce au Rwanda. Nous avions dit, et ça même avec les efforts du régime passé, pour qu'il rentre, qu'on le réinsère. C'est Kagame qui a refusé, parce qu'il a un schéma pour le Congo. Et nous avions dit que nous n'avions aucun rapport, aucune collaboration avec ces mouvements, encore moins avec un groupe armé. Le président a dit, aucun groupe armé ne va collaborer avec les forces régulières. Dès que ce soit après tous ces chambardements, pendant que tout le monde commençait à s'en prendre au Rwanda, que cette organisation, de façon isolée, vient nous rappeler une collaboration datant du mois de mai, donc une collaboration antérieure à son propre rapport. Il n'avait pas cette information-là quand il rentre. C'est pour vous dire, c'est une collaboration. C'est un complot. Un complot qui se joue à trois niveaux. Avec les ONG, un complot qui se joue avec les États voisins. Et même les médias étrangers qui donnent l'impression de dire la vérité, d'être à la pointe de l'information. Non, vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les règnes des régimes illibéraux. Illibéraux. Ces régimes-là, ils ne se basent plus sur la sincérité. Ils se basent sur une information axée sur l'intérêt. Vous voyez, c'est aujourd'hui les intérêts qui marquent même les fils conducteurs de la communication mondiale, la communication diplomatique, la communication internationale. Et aujourd'hui, le Congo est donc victime de ces complots. Mais le Congo ne croise pas les bras et travaille pour changer les paradigmes et donc assurer l'essor et la consolidation de la grandeur qui nous est prophétique. Voilà, je crois que nous avons largement épuisé le temps nous imparti. Nous devons mettre fin à cette émission. Merci, Maître Alfred Dibandi. Merci à vous, chers téléspectateurs du Digital Congo. Je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau Maître Alfred Dibandi, analyste et expert en opération de maintien de la paix, avec qui nous avons abordé la sécurité aux frontières de la RDC, avec comme problématique, les frontières de la RDC sont-elles menacées? Au revoir et à la prochaine.